De retour sur Africa 24, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse se poursuit. Les deux hommes sont poursuivis par la CPI, notamment pour crimes contre l'humanité. Suivez avec nous en direct de La Haye cet événement. Alors, rebonjour, monsieur le témoin. Donc, ce matin, on vous a montré un document au sujet de l'achat d'essence. Maintenant, durant cette période entre les deux tours des élections, à votre connaissance, y avait-il érection de barrage par la jeunesse ivoirienne? Tout à fait. Et que se passait-il à ces barrages? Ces barrages, il y avait des interventions de telle sorte que les gens ne puissent pas faire les allées et venir, empêcher la libre circulation, c'est ce qu'il voulait dire exactement. Et qui tenait ces barrages? Les barrages sont tenus par les gens de LMP et les gens de RHDP. Donc, juste pour s'assurer, évidemment, quand vous faites référence au LMP, vous voulez dire d'allégeance Gbagbo, et lorsque vous faites référence à RHDP, d'allégeance Ouattara, donc les deux candidats qui s'affrontaient à l'élection, c'est cela? Exact. Yes, excuse me. Le président, oui, encore une fois, qui est... Enfin, posez la question. Monsieur McDonald, oui, je sais, monsieur le président, il s'agit de faits qui sont de l'autorité publique. Le président, eh bien, s'ils sont de l'autorité publique, à quoi bon les poser la question? Ou alors vous posez la question correctement, et c'est le témoin qui répond. Ou alors s'il s'agit vraiment de faits de l'autorité publique, alors pourquoi est-il nécessaire de les poser? Monsieur McDonald, très bien, bien compris. Y avait-il des crimes qui étaient commis à ces barrages, selon vous? J'avoue que je ne peux pas dire de façon formelle qu'il y a des crimes. Parce que pour que nous soyons informés, il faudrait qu'il y ait une plainte qui soit portée devant le commissariat de sécurité publique. Quel type d'acte était commis par ceux qui tenaient les barrages? Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gens empêchaient la population d'aller et venir, les empêchaient pour la libre circulation. Très bien. Alors, avec votre permission, Monsieur le Président, j'aimerais me référer à la déclaration antérieure du témoin sur un point bien spécifique à cet égard. À ces barrages, ceux qui tenaient les barrages étaient-ils armés? Au sens de la police, ils sont armés. L'arme, ce n'est pas forcément un fusil, ça peut être un gourdin, ça peut être un couteau. Dans ces titres-là, je dis qu'ils sont armés. Avait-il des armes à feu, à votre connaissance? Outre des gourdins, machettes. Les armes à feu, je ne peux pas dire exactement.
On avait des informations que des gens étaient armés, mais j'avoue que je n'ai pas constaté. Et vous avez été informé par... Maître Rocher, je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président. J'ai entendu le mot couteau, knife en anglais, mais je n'ai pas entendu le mot machette. I can rephrase. Mais, Monsieur McDonald, je peux reformuler ou reposer la question. Le Président, oui, allez-y, s'il vous plaît, reposez votre question. Juste pour clarifier, on fait référence à des couteaux, des gourdins. À votre connaissance, avait-il aussi des machettes? Oui, il y avait des gens qui avaient des machettes. Et vous étiez informé par qui? Je comprends que vous êtes un officier de police, mais je dois vous poser la question pour que ça soit clair. Monsieur le Président, vu la tournure des événements et lorsqu'on parle des informations qui seraient remontées au moment des événements aux témoins, je pense qu'il faudrait passer en session fermée, avec votre permission. Maître Altit. Oui, merci Monsieur le Président. Si l'on parle ici d'auto-incrimination, il faudrait avoir quelques éléments supplémentaires parce que ce n'est pas parce que le témoin parle de ses fonctions, fonctions par définition qui s'exercent dans un cadre légal, où peut y avoir auto-incrimination. Il faut rentrer un tout petit peu plus dans le détail et dire ce que l'on craint réellement, si l'on craint quelque chose. Parce que sinon, il n'y a pas de critères entre ce qui doit être public et ce qui ne doit pas être public. Donc l'auto-incrimination, c'est quelque chose à manier avec une grande délicatesse. Et encore une fois, dans un temps de tension, lorsqu'il y a des incidents, la personne qui vient témoigner publiquement de ce qui s'est passé, parce que c'était son métier de gérer ce qui se passait. C'est un policier. L'auto-incrimination, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. Monsieur. Le Président, Maître Knops, Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il y ait de différence entre les rapports qui ont été présentés aux témoins, dont il était l'auteur et qui contenaient des informations, et la question qui vient d'être posée aux témoins. À notre sens, le passage à huis clos partiel n'est pas justifié. Merci. Le Président, Monsieur le Procureur, je m'en remets à la Chambre, Monsieur le Président. Le Président, Maître Lauchi. La crainte à laquelle je pense, à la demande de Maître Altit, est de préciser à Maître Knops que tous les documents qui ont été produits n'ont été discutés que quant à leur forme et non pas quant à leur contenu qui, elle, est resté confidentiel. En ce qui concerne la crainte particulière, j'ai déjà fait référence précédemment à la responsabilité des supérieurs hiérarchiques en vertu de l'article 140-1 du Code pénal ivoirien, qui implique que lorsqu'un supérieur est informé d'actes criminels, il doit prendre un certain nombre de mesures, sans quoi sa responsabilité peut être engagée. Ces mesures comprennent prévenir, arrêter et réprimer ou en rapporter aux autorités hiérarchiques. Je dis donc que dès lors qu'on parle d'informations qui seraient remontées au moment des événements aux témoins dans le cadre de ses fonctions et non pas des événements qu'il aurait appris par la presse ou je ne sais quelle autre source, nous rentrons dans le champ de la potentiellement dans le champ du responsable hiérarchique, étant donné que je n'ai pas d'éléments pour vous dire à cet instant ce que le témoin a pu faire ou ne pas faire lorsqu'il en a pris connaissance. Le juge président, je pense que la question cruciale est la suivante. Comment est-ce que vous avez su? Je ne peux qu'abonder dans votre sens. Le président, oui. C'est pourquoi je pose la question. Comment avez-vous appris cela? Vous êtes en train de dire, en réponse, vous êtes en train de répondre au bureau du procureur. Ma question à moi est la suivante. Qui vous a informé de cela? Ce matin, on nous a donné un point de désignation. C'est nos désignations sur le terrain qui nous donnent des informations.
ou alors la population qui appelle au 170, c'est-à-dire la police, pour dire voilà ce qui se passe à tel endroit. Well, the next question. Le président, de vos subordonnés. I think we have to go into. Je pense que nous devons passer à huis clos partiel pour approfondir cette question et nous verrons comment évolueront les choses. Mais par excès de prudence, nous allons passer en audience à huis clos partiel. Je vous prie de nous excuser. Please, court officer, could you? Madame la greffière d'audience, veuillez passer en huis clos partiel, s'il vous plaît. We are in open session. Mr. McDonald? Monsieur MacDonald. Monsieur le témoin, outre, donc je comprends qu'il y a eu le 2 décembre, nous savons que le Conseil constitutionnel se prononce. Maintenant, la question est de savoir, laissons de côté la CCI un instant. Qui, au sein des FDS, donc armée, gendarmerie, police, y a-t-il une activité de coordination à ce moment-là? Oui, il y a une coordination. Pour bien vous situer, vous avez la police qui est la catégorie des armes de première catégorie, la gendarmerie moyenne, c'est-à-dire deuxième catégorie, toujours elle fait partie des armes de première deuxième catégorie, et les forces armées. Donc voilà, les trois se retrouvent. Et la coordination est faite par le chef d'état-major des armées. Et pourquoi cette coordination est-elle menée par le chef d'état-major des armées? Simple. En période de crise, tout le monde se met à la disposition de l'armée, même les civils. Et cette coordination, donc, qui s'opère entre les trois branches des forces de défense et de sécurité, cette coordination porte-t-elle un nom? J'avoue qu'il ne comprend pas bien. Si. J'ai une question à poser. Je fais référence à la version anglaise de la transcription, page 85, ligne 14, où il est dit ceci. C'était le chef d'état-major de l'armée qui, pendant la période de crise, assurait la coordination de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Ma question est la suivante. Qui était le chef d'état-major de l'armée? Pendant cette période, c'est le chef d'état-major Mangou Philippe qui était, je répète, Mangou Philippe qui était le chef d'état-major des armées. Thank you very much. Le président, merci. Et c'est lui qui assurait la coordination des trois corps, la gendarmerie, la police et l'armée. C'est exact, Monsieur le Président. Okay. Thank you. Le président, bien, merci. Le président, monsieur le témoin, nous allons nous arrêter là-dessus maintenant. Nous allons nous revoir demain matin à 9h30. Et le procureur pourra alors poursuivre son interrogatoire. Vous pouvez vous reposer maintenant. Merci. À demain.
C'était en direct de La Haye, la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'information.